Bonsoir, il n'y aura pas de lune de miel. Renault et Volvo, qui avaient annoncé leur fiançailles, ne se marieront pas. La soupe aura un goût amer. Demande d'arrestation contre Jean-Michel Boucheron, recyclé dans la restauration à Buenos Aires. Le GATT deviendrait-il digeste? Un espoir semble naître aux négociations de Bruxelles. Noah fait chanter les Bretons. Nous l'avons débusqué à Calac, dans les Côtes d'Armor. Voilà le menu du jour, mais en guise de hors-d'œuvre, je voudrais vous raconter une histoire qui donne rétrospectivement le frisson. Le 22 octobre dernier, un Airbus A320 de la compagnie Air Inter décolle d'Orly. À bord, 150 passagers. Au bout de quelques minutes, en plein ciel, le commandant de bord s'aperçoit que le train d'atterrissage n'est pas rentré. Il décide de le faire, mais se trompe et coupe les deux moteurs. L'avion pique alors du nez, se retrouve près du sol. La catastrophe paraît imminente, mais le copilote réussit in extremis à mettre en marche les réacteurs et repart pour Orly. Les passagers sont indemnes. L'Airbus A320 devait les conduire à Lourdes, et certains d'entre eux devaient se rendre à un congrès intitulé Guérison et miracle. Philippe Dumez. Quelques minutes après le décollage, le commandant de l'Airbus A320 se rend compte que le train d'atterrissage n'est pas rentré. Mais au lieu d'agir sur la bonne manette, il coupe les réacteurs. Une manœuvre incompréhensible quand on sait que la manette commandant le train se situe à environ 1 mètre des boutons d'allumage ou d'extinction des moteurs. En principe, la confusion n'est pas possible. Sans moteur, l'avion perd rapidement de l'altitude, passant de 1500 mètres à 500 mètres. Les passagers, pas trop affolés grâce au sang-froid des hôtesses et stewards, passent tout de même quelques mauvaises minutes. À un certain moment, deux choses. Un grand bruit dans la soute, les lumières qui s'éteignent, les lumières du plafond, il ne restait plus que quelques loupiottes latérales, et j'ai eu nettement l'impression que le moteur s'arrêtait. L'avion partait dans tous les sens, c'est un avion fou, sans gouverne, sans comment dirais-je, contrôle réel, apparent. J'avais l'impression que soit les gouvernes de profondeur, soit les ailerons, ne fonctionnaient plus. Je peux vous dire que les sentiments personnels pendant ces longues minutes dramatiques, sont confortés lorsqu'on a la foi, lorsqu'on va tout de même, je dirais, j'étais convoqué pour faire une conférence sur les miracles, et je m'étais dit qu'il faut maintenir sa foi en Dieu jusqu'au bout. À l'exemple du recteur de la mosquée de Paris, de nombreux passagers se rendaient en effet à Lourdes pour un congrès intitulé Guérison et miracle, cela ne s'invente pas. Et le miracle a eu lieu lorsque, après plusieurs tentatives, mais aussi pas mal de commandes intempestives, les réacteurs ont été remis en marche. Retour à Orly et nouveau départ pour Lourdes 1 heure plus tard. 2 passagers seulement sur les 150 ont préféré prendre le train. Pour l'instant, 2 enquêtes sont en cours et le pilote, qui serait âgé de 62 ans, a été suspendu dès son retour à Orly. Quant à l'accident ferroviaire, un vrai malheureusement, qui s'est produit près de Paris et qui a fait 4 morts, la cause précise n'est toujours pas établie. Hier, l'hypothèse d'un acte de malveillance était retenue, elle le reste toujours, mais il y en a d'autres. L'enquête de Maryse Burgot et Claude Sicard. Toute la journée, ils ont essayé de comprendre. Des experts, des gendarmes, à la recherche du moindre indice pouvant expliquer l'accident de Saint-Leu. Et pour l'instant, aucune certitude juste, quelques hypothèses. La première concerne toujours l'acte de malveillance. Une pièce de métal aurait été délibérément posée sur la voie. Mais si les enquêteurs se refusent à toute déclaration sur ce point, il en est une qui a décidé de parler, Madame le maire de Saint-Leu. Elle dénonce le manque d'entretien de la gare, le mauvais état des abords des voies, une situation d'abandon qui favoriserait une certaine délinquance. J'ai, il me semble, mis en avant les problèmes de sécurité, puisque effectivement s'il n'y a pas clôture efficace, il peut y avoir accès direct aux voies, mais aussi j'ai soulevé le problème des horaires qui me semblent d'ouverture de la gare qui me semblent trop restreints et qui notamment font que pendant tout le week-end, il n'y a pas de présence d'agents SNCF à la gare de Saint-Leu et d'Esserand, ce qui peut favoriser effectivement un manque de surveillance et une possibilité d'accès aux voies. Mais on évoque ce soir d'autres explications. Un possible effondrement de terrain après le dégel ou encore une défaillance technique, des hypothèses auxquelles l'état-major de la SNCF ne croit pas. Les techniciens de la SNCF qui sont arrivés sur les lieux et qui ont procédé aux premiers examens ont constaté effectivement des traces sur la pièce incriminée
qui font penser, selon toute probabilité, qu'elle est à l'origine du déraillement. Une chose est aujourd'hui établie, la pièce usagée était entreposée depuis plusieurs semaines aux abords des voies, ce qui pose tout de même un problème de sécurité. Si l'hypothèse d'un sabotage était confirmée, elle ne surprendrait pas les cheminots. Les malveillances ou tout bêtement les imprudences sont de plus en plus fréquentes. Reportage d'Anne Poncinet et Philippe Luzzi. C'était en 81. Le conducteur de ce train avait été tué par la projection d'un pavé de 18 kilos lancé du haut d'un pont près de la gare d'Aubervilliers. C'est le plus grave des sabotages qu'ait eu à connaître la SNCF ces dernières années. Fort heureusement, les 10 000 actes de malveillance recensés en 92 n'ont pas tous ce caractère de gravité. On y classe aussi les dégradations de matériel, sièges lacérés par exemple, ou encore tags et autres graffitis. Plus grave, les signaux d'alarme tirés de manière intempestive. Puis viennent les dépôts et jets d'objets sur les voies. En tout, 32% des actes malveillants recensés à Paris-Nord depuis le début de l'année. Là encore, il faut différencier les cas, la grosseur des objets qui vont de la bouteille à la machine à laver et l'intention de ceux qui les lancent. Certains pour nuire, d'autres parce qu'ils considèrent les voies comme des dépotoirs. Mais selon la SNCF, impossible de surveiller les rails mètre par mètre en permanence. Les effectifs, notamment en région parisienne, ont été considérablement augmentés ces dernières années. Mais bien sûr, on ne peut pas surveiller chaque mètre des 33 000 km de voies ferrées, ni chaque train. Malgré le renforcement des effectifs de surveillance, le nombre des actes de malveillance est en augmentation en 92 par rapport à 91. Jean-Michel Boucheron va avoir du mal à servir ses clients. L'ancien maire d'Angoulême, qui s'est recyclé dans la restauration à Buenos Aires, est l'objet d'une demande d'arrestation provisoire en vue de son extradition. L'ancien député socialiste est inculpé d'ingérence et de corruption, autrement dit accusé d'avoir dilapidé l'argent d'Angoulême. Roland Sicard. Mauvaise nouvelle pour les fines gueules de Buenos Aires. Ce havre tranquille, cette ambassade de la cuisine française pourrait bientôt tirer son rideau, fermeture pour cause d'arrestation. Car les jours heureux que le chef Boucheron coulait avec sa femme en Argentine commencent à tourner au vinaigre. Une demande d'arrestation provisoire a été faite via Interpol. Bref, de mauvaises nouvelles, mais depuis ce matin, les Boucherons se font des plus discrets. D'ailleurs, ils ont branché leur répondeur. On n'en saura pas plus, si ce n'est que les charges qui pèsent sur l'ancien maire d'Angoulême sont lourdes. Corruption, ingérence, recel d'abus de biens sociaux, complicité de faux en écriture, une addition plutôt salée. Cela dit, aucun traité d'extradition n'existe entre la France et l'Argentine. Mais comme Jacques Médecin en Uruguay, Jean-Michel Boucheron pourrait tout de même aller déguster la cuisine sud-américaine en prison. En attendant, son restaurant est fermé pour 3 jours. Un espoir à Bruxelles, américain et européen, qui négocie durement sur le GATT, semble tout à coup se comprendre sur l'agriculture. Philippe Sassier est à Bruxelles. Toute la matinée, Sir Britain et Mickey Cantor, entourés des autres négociateurs américains et européens, ont travaillé pour mettre au point un projet d'accord. Au-delà des dernières querelles, les États-Unis et l'Europe veulent, semble-t-il, trouver une entente afin de pouvoir se retourner vers les autres pays, comme le Japon par exemple, et leur dire « Nous avons fait un effort, à vous de jouer maintenant ». C'est sur l'agriculture que les points de vue se sont le plus rapprochés. À 1h de l'après-midi, Léon Britain et Mickey Cantor annonçaient qu'on s'acheminait vers un accord équilibré et défendable des deux côtés de l'Atlantique, ont-ils dit. Les Américains auraient ainsi accepté que l'augmentation de 5% des importations agricoles prévues par Blair House se fasse par famille de produits, la viande par exemple, et non pas produit par produit, veau, porc, volaille, bœuf, etc. L'Europe en revanche aurait accepté d'importer davantage certains produits laitiers et certaines viandes. Les Américains ont bougé et les Européens aussi. Alors Philippe Sassier, nous venons de vous entendre sur l'agriculture, sur les autres dossiers. Écoutez, encore un mot sur l'agriculture. Les Américains ont également, Paul, assoupli leur position en ce qui concerne l'écoulement des stocks et puis sur cette fameuse clause de paix, n'entrons pas dans les détails techniques. En revanche, sur la culture, sur l'audiovisuel, sur le textile et puis l'ensemble des services, eh bien là, il semble que les grincements soient encore très nombreux. Quelles sont les réactions des Français ? Pour l'instant, on n'en a pas beaucoup, parce que cela fait 2 heures que les Français connaissent exactement ce que les Américains et les Européens vont proposer. Juste à la sortie de l'OTAN, Alain Juppé a dit « ça me semble insuffisant », mais il ne connaissait pas par le détail ce qu'on lui dit actuellement, on n'en sait pas plus. Avez-vous le sentiment, Philippe, que les Américains font un pas ?
Écoutez, ils font un pas certain. On dit à Bruxelles que les Américains ont envie de se rapprocher des Européens pour faire pression sur les Asiatiques. C'est-à-dire exactement le contraire de ce que l'on disait il y a 15 jours après la grande réunion entre les Américains et les Asiatiques à Seattle. Vous le voyez, Paul, on assiste à un bel exercice de pragmatisme de la diplomatie américaine actuellement. Merci Philippe. Édouard Balladur a souhaité aujourd'hui la conclusion à court terme d'un bon accord équilibré et acceptable par tous. Le Premier ministre a également annoncé, là il s'agit d'économie française, une revalorisation de 2% des pensions et prestations familiales à partir du 1er janvier 1994. Il souhaite relancer la consommation des ménages et inverser la courbe du chômage en 1994. Renault et Volvo ne feront pas d'enfants. Ils semblaient si heureux d'annoncer leur fiançailles, mais ils divorcent avant même de se marier. Pascal Golomer. La proposition de fusion n'ayant pas reçu le soutien des actionnaires, j'ai décidé de démissionner avec effet immédiat. Je vous informe également que la proposition de fusion entre Renault et Volvo ne sera pas présentée en Assemblée générale extraordinaire le 7 décembre. Celui qu'on avait surnommé l'empereur de Göteborg s'en va donc, déçu, amer, furieux. Arrivé à la tête de Volvo il y a 22 ans, il chute sur ce qui devait être son chef-d'œuvre, la fusion avec Renault. Tout s'annonçait pourtant si bien le 6 septembre, lorsqu'il était allé signer à Paris, avec Louis Schweitzer, le patron de Renault, et Gérard Longuet, le ministre de l'Industrie, ce projet de fusion. Mais en octobre, c'est la fronde chez certains actionnaires qui se prononcent contre la fusion, trop d'inconnus, disent-ils, dans le texte. L'Assemblée générale du groupe est reportée d'un mois par mesure de prudence. La campagne anti-fusion reprend pourtant de plus belle. Dans les journaux, à la télé, partout on ne parle que de ça, le débat est devenu national. Mais c'est de l'intérieur même du groupe que vient le coup de grâce. Un complot dirigé par le directeur général de Volvo lui-même, contre la fusion, contre Yulen Amar aussi. Chez Renault, un seul communiqué ce soir pour déplorer cet échec et rappeler que selon elle, le projet de fusion était industriellement et économiquement justifié. Au ministère de l'Industrie, on voit là d'abord un règlement de compte interne dirigé contre le président de Volvo. Muriel Boll en difficulté au procès Villemain à Dijon, la belle-sœur de Bernard Laroche avait en effet affirmé avoir parlé sous la pression des gendarmes, mais certains témoins contestent sa version. Dominique Verdeillan, Gilles Dobler. Le docteur Rousseau est témoin malgré lui. Le 3 novembre 1984, les gendarmes ont fait appel à lui à l'issue de l'audition de Muriel Boll. Ce n'était pas une obligation mais une précaution, précisent les gendarmes. Georges Rousseau a examiné Muriel Boll hors présence des enquêteurs. J'ai demandé en plaisantant à Muriel s'il ne l'avait pas torturée. Elle m'a répondu spontanément « Ils sont très sympas, ce sont mes copains ». Face à une partie civile agacée par ce témoignage, le médecin affine son diagnostic. Muriel avait l'air rayonnante, heureuse, soulagée, rien qui ne laisse supposer qu'elle avait quelque chose à cacher. L'adjudant-chef Lamiran aussi se souvient de cette garde à vue. Nous sommes des gens calmes, on lui a apporté une télévision couleur, cela nous a même empêché de regarder le match de foot. Le chef Bardot, quant à lui, fait état d'un détail qui l'a troublé. On a demandé à Muriel ce qu'elle avait vu à l'Épange. Elle nous a dit qu'elle avait distingué la pointe des toits de la maison des Villemain. Sur place, ce détail s'est avéré exact. Des indices qui, pour les avocats de la partie civile, ne sont pas des preuves. Selon eux, ayant repéré les lieux dès les premiers jours, les gendarmes ont pu ensuite suggérer la déposition de Muriel. Ainsi, pour le 3e jour consécutif, Muriel Boll se retrouve à la barre, épiée par une défense qui guette le faux pas, questionnée par un président incrédule. Une attitude souriante et rayonnante est-elle bien celle de quelqu'un qui dit avoir peur, s'interroge le président à haute voix. Dans son box, son avocat le rappelle, Jean-Marie Villemain ne peut oublier une image, celle qu'il a eue lorsqu'il a pris connaissance des déclarations de Muriel Boll, la main de Grégory dans celle de Bernard Laroche. Vous le savez, le Téléthon commencera demain à 19 h sur France 2, France 3 et Radio France. Quand vous aurez vu Cynthia, vous comprendrez, mais vous le savez aussi, que la lutte contre les maladies génétiques progresse. Cynthia est une petite fille américaine de 12 ans qui est arrivée hier en France et qui aurait dû vivre dans une bulle. Mais il y a 3 ans, elle a reçu un gène qui lui faisait défaut et depuis, elle vit bien. Jean-Daniel Fezaquier, Bernard Puissesseau. Elle voulait voir la tour Eiffel et elle a vu un laboratoire de l'hôpital Necker. Pourtant, à 12 ans, Cynthia, petite américaine de l'Ohio, n'est pas déçue. Elle doit en effet une fière chandelle à la recherche médicale. Elle souffre d'une maladie génétique qui confine les enfants dans son état dans des bulles, car ils sont incapables de se défendre contre le moindre microbe.
Il faut dire qu'à l'état normal, notre organisme fabrique des cellules de défense grâce à un gène particulier, l'ADA, présent dans des cellules du sang. Grâce à cette ADA, nos cellules peuvent fabriquer les lymphocytes, qui sont les véritables policiers de notre organisme. Cynthia n'a pas ce fameux gène ADA. Elle est donc incapable de produire ces cellules de défense. Les chercheurs ont donc apprivoisé un virus, lui ont introduit le gène ADA et l'ont transformé en livreur de gènes. Grâce à ce virus, l'ADA est dans les cellules souches et aujourd'hui, Cynthia peut fabriquer des lymphocytes. Avec l'aide de quelques médicaments, cette première expérience de thérapie génique semble avoir bien fonctionné. D'ailleurs, Cynthia se sent beaucoup mieux. Je manque l'école quelquefois, mais beaucoup moins qu'avant. Et tu travailles bien? Oui. Et tu fais du sport? Oui, du basket. Dans beaucoup de cas, c'est une recherche qui est encore au stade du laboratoire, des animaux, dans certains cas, et dans quelques situations relativement privilégiées, des tout premiers essais chez l'homme. Mais il n'y a pas encore eu de guérison par thérapie génique? Non, on ne peut pas dire aujourd'hui que quelqu'un dans le monde, quel que soit le type de maladie pour lequel il ait été traité, ait été guéri par la thérapie génique. Sa famille croit, elle, dur comme fer, que Cynthia va guérir. Peut-être pas demain, mais bientôt. De toute façon, demain, elle est occupée. Elle va voir la Tour Eiffel. La presse écrite fait aussi un bel effort. La Vie vous propose un numéro spécial sur le marathon de la solidarité. Et Okapi, destiné aux 11-15 ans, explique la génétique. L'armée du salut indésirable au Lila, la municipalité de cette ville située près de Paris, s'oppose à la vente d'un hôtel que l'association caritative veut transformer en abri pour sans-abri. L'enquête de Valérie Gaget et Jean Cornu. Europark deviendra-t-il SDF Park? Cet hôtel, mis en liquidation judiciaire pour cause de déficit chronique, est convoité par l'armée du salut. L'association voudrait l'acheter, y installer son siège et aménager les chambres en logement pour 400 RMistes. Ils ne paieront pas l'hôtel, mais un loyer mensuel. Ce loyer sera aidé, supporté par l'aide au logement et le RMI, bien sûr. Ce qui fait que ces gens paieront quelque chose comme 700 francs par mois, ce qui va leur permettre de faire un peu d'économie en vue d'acquérir un logement. C'est une solution vraiment transitoire. Ce projet a fait naître une polémique entre la ville de Paris et celle des Lilas. À la base, un problème d'emplacement, car si l'hôtel dispose d'une adresse postale dans le 20e arrondissement parisien, il est en fait situé sur la commune des Lilas. La mairie de Paris soutient le projet, mais refuse l'idée selon laquelle elle se débarrasse de ses propres sans-abri en les expédiant en banlieue. On peut comprendre les difficultés, dans certains cas, que peut causer une commune, les problèmes des plus pauvres. Mais nous devons ne pas être égoïstes dans ce genre d'affaires. Nous ne pouvons pas, à nous seuls, petite ville de 20 000 habitants, supporter des masses qui devraient être prises en charge par l'ensemble de la région et de la collectivité. C'est parce que nous refusons d'être pris en otage qu'on nous traite d'égoïsme. Très généreuse, la mairie de Paris a promis une subvention de 38 millions de francs. La même somme devant être versée par l'État, l'armée du salut n'aura plus à sa charge que 11 700 000 francs. Aujourd'hui au Lilas, une pétition a commencé à circuler. Les riverains de l'hôtel ne souhaitent pas voir arriver les sans-abri de la capitale. Comme leur maire, ils estiment que la commune, déjà économiquement sinistrée, n'a pas à pallier les défaillances de sa riche voisine. Mystère en Camargue, l'argent versé à des associations chargées d'entretenir les digues a-t-il été en partie détourné? L'enquête d'Agnès Varamian et Roger Mathurin. L'aménagement, l'arrosage, les digues, tout est géré en Camargue par de simples associations au statut du 19e siècle. Une cinquantaine d'entre elles se sont regroupées depuis des années en une association territoriale, organisation illégale en fait. Car en théorie, chacune de ces associations devrait avoir son propre compte en banque. Mais là, le compte est commun et c'est la première faute. Deuxième faute, l'argent, 60 millions environ en tout, n'est pas déposé au trésor public comme le prévoit la loi, mais dans une banque, le Crédit Agricole, et cela est interdit. Une situation qui laisse planer tous les soupçons sur des détournements éventuels. Nous n'avons pas les comptes qui permettent de savoir comment cet argent a été employé. Ce que nous voulons, c'est les comptes. Et d'autre part, nous savons que l'argent a été versé de manière illégale dans les caisses d'une banque, et cet argent doit ressortir des caisses de cette banque avec des comptes rendus par cette banque, car elle n'aurait pas dû, elle savait qu'elle n'avait pas le droit de l'avoir, et reversé dans les comptes du Trésor public.
Cela fait 10 ans que la Chambre régionale des comptes demande des éclaircissements au Camarguais. 10 ans, le dossier n'est pas nouveau mais a pris de l'importance avec la rupture de la digue en octobre. Car financièrement dépassées, les associations de Camargue sont en perdition. L'une d'entre elles, le syndicat des grandes chaussées, a vu ses assemblées générales annulées régulièrement. Depuis 1987, une dizaine de recours sont engagés contre son bureau actuel et question, où sont passés les 700 000 francs annuels que gère ce syndicat pour réparer les digues? Fraude financière ou pas, c'est bien tout le système associatif camarguais, coutumier mais complètement hors la loi, qui est en cause. Limoges revient en force après des débuts difficiles en championnat de France de basket. Les champions de France et d'Europe 93 s'imposent à nouveau et face aux plus grands. Victoire hier contre le Real Madrid. Christophe Duchiron. Un grand d'Espagne contre un grand d'Europe. C'est le grand d'Europe qui a gagné. Le Real de Madrid n'a pas pesé lourd contre le CSP Limoges. Question de cadence peut-être. C'est que les Limougeaux ont joué à toute allure, vite fait bien fait. Michael Young en contre-attaque, ça passe, 17 points pour lui, 20 pour son homonyme Danny Young. Ils sont forts, les Américains de Limoges. Vitesse, sprint, sprint, hop, sprint, sprint. Et comme si ça ne suffisait pas, Malchkovic, l'entraîneur limougeois, demande Young, Bilba, Forte, Mbaya, les fines gâchettes d'un soir. Sur leur banc d'école, les remplaçants applaudissent. Sur le terrain, le Real n'a rien de royal. Malgré Sabonis, le Lituanien de Madrid, 2,20 m, un bel athlète. Les Espagnols perdus. Les Limougeaux ont la bonne adresse. Score final 83-67. Malgré un début de saison un peu difficile, le CSP Limoges est de nouveau un grand d'Europe. Ne dites plus Singing in the Rain, mais chantez sous la pluie. Oubliez My Way, comme d'habitude, c'est mieux. Il faut chanter français, c'est le vœu du gouvernement. Patricia Charnelet et André Issora vont nous le dire, mais ce vœu provoque un beau débat, passionné, comme une bonne chanson. Vos enfants veulent-ils revivre? Quelle langue veulent-ils parler? L'anglais ou l'américain? Vivre en Amérique. Alors si c'est ça, il faut aller vivre là-bas. S'ils veulent vivre ici, ils veulent vivre chez eux. Maintenant, si ces gens aiment tellement l'Amérique qu'ils y aillent, à ce moment-là, nous n'aurons pas besoin de quotas. Charles Aznavour est en colère. Avec d'autres chanteurs, Souchon, Salvador, Alice Donna, Montagnier, il a été reçu par le ministre de la Communication pour lui dire que la chanson française n'est pas assez présente sur les radios. À la veille du débat sur l'audiovisuel à l'Assemblée, la profession se mobilise. Certains souhaitent des quotas, imposer 40% de chansons françaises dans les programmes. Alain Carignon, lui, promet des mesures. Le gouvernement fera des propositions dans les 48 heures qui viennent au Parlement pour, en tout cas, soutenir la chanson française. Nous y tenons beaucoup. Actuellement, les radios sont déjà obligées de diffuser des chansons françaises par le biais de conventions signées avec le CSA. Le gouvernement pourrait les obliger à mieux les respecter, voire les sanctionner. Quoi qu'il en soit, ce désir de légiférer agace les grandes radios, exemple RTL, qui diffuse plus de 70% de chansons françaises. Quelle aile politique d'un pays peut imposer à sa jeunesse son goût? Parce qu'alors bientôt, il faudra des quotas pour, je ne sais pas moi, la sorte de vêtements qu'on va porter, hein, les livres qu'on peut lire. Faut-il mettre un quota aux traductions de livres étrangers? Où va-t-on? Qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que c'est inutile et que c'est un chemin vers l'intolérance. Le Quantique Mécanique Laurent Voulzy extrait de son tout nouvel album, Caché derrière. Une nouvelle guerre culturelle démarre. À coups de chansons, la bataille s'annonce très belle. Yannick Noah répond en partie à ce vœu. Il a quitté les circuits mondiaux pour la France profonde. Pascal Deschamps et Claude Barnier l'ont débusqué dans le brouillard de Callac, en Bretagne, au milieu des 2500 habitants, mais il a osé chanter en anglais. Est-ce que vous savez qui est-ce qui vient donner un concert ce soir à Callac? Pardon? Yannick Noah. Oh, c'est pas lui qui chante quand même, tu sais? Ah bon? Fini les capitales du circuit ATP, Noah trimballe son Urban Tribu, c'est le nom du groupe, à la campagne. Une tournée des petites salles où devant 300 personnes, il présente ses nouvelles chansons. Comme il le dit lui-même, je repars à zéro. On est sur la route, quoi. Pour moi, c'est un peu le... C'est ça aussi la musique, c'est aller sur la route vers les gens, donner notre spectacle, donner tout ce qu'on a tous les jours dans des endroits différents. Première surprise, Saga Africa c'est fini, Noah veut chanter du rock'n'roll. Pour moi, la notion de groupe est vitale. Moi, je veux un groupe, je veux être chanteur du groupe.
Je veux pas que ce soit Yannick Noah qui chante, c'est le groupe. Noah qui sert pour son équipe et qui voudrait qu'on oublie le champion de tennis. Et pourtant, il faut bien le reconnaître, le public, c'est Noah la star qu'il est venu voir pour de vrai. J'avais vu sur un cours de tennis ni sur une scène, mais alors là vraiment j'étais épatée. De Si bien qu'au tennis, très bien. Je vais acheter l'album. On sent que c'est un type qui se donne, il semble avoir le cœur sur la main, cet homme-là. Et vraiment, il a bien réussi sa reconversion. Le public semble avoir adopté le nouveau Noah, un avantage qu'il lui faudra concrétiser dans les prochains mois s'il veut vraiment emporter la partie sur ce nouveau terrain. Qui osera encore prétendre que les enfants ne lisent pas? Le Salon du livre de la jeunesse à Montreuil est un succès, 100 000 visiteurs en 6 jours. Ce sont les grands qui ne regardent que la télé. Marie-Josée Le Picard, Vincent Maillard. 8500 mètres carrés à Montreuil, le Salon du livre pour la jeunesse réunit tous les éditeurs français et beaucoup d'enfants, qui en groupe scolaire, qui avec maman, pour admirer, feuilleter, choisir, jouer, souvent en prévision de Noël. Vedette auprès du jeune public, les livres animés, dépliage qui montrent des architectures fragiles, découpage et pliage, peinture qui s'efface en séchant pour recommencer des centaines de fois. Roman en édition poche. Enfin, les vedettes documentaires, avec naturellement La Mine et les mineurs pour expliquer Germinal et le Palais du Louvre en panoramique et en détail illustré par Macaulay, et forcément les dinosaures. Bien entendu, le Salon de Montreuil distribue des prix. Cette saison, l'invention de la peinture chez Gallimard dans la catégorie documentaire, une BD La Vallée des Roses chez Dupuis, un album Au bonheur des ours chez Duculot, abondance dans la variété. Aujourd'hui, quelqu'un qui quelque part a écrit un bon livre, qui a écrit un bon manuscrit, qui a un bon texte et qui a envie de le faire publier, eh bien, cet auteur-là n'a aucune chance de ne pas être publié. Il ne peut pas échapper aux filets qui ont été tendus par l'École des loisirs, par Rageot, par Le Seuil, par Gallimard. Aujourd'hui, l'édition française, c'est un phare. Un livre à succès peut atteindre 350 000 exemplaires. Alors, longue vie aux jeunes lecteurs. La France a du mal, on l'a vu tout à l'heure, à défendre son exception culturelle contre l'appétit américain. On peut croire que le monde entier subit le même sort. Faux. Il y a des pays qui pratiquent l'exception, c'est le cas du cinéma indien, mais c'est un cas rare. Jean-Jacques Dufour et Raymond Chaplard sont allés au Festival des Trois Continents, à Nantes. Le film indien, là, autrement le film d'Aiwan en bas, vous entendez là. Le film indien, c'est celui de Ketan Mehta, une adaptation du roman de Gustave Flaubert, Madame Bovary. Un film parmi les 800 que produit chaque année ce pays. À titre indicatif, 2 fois la production hollywoodienne. Fascinant. C'est un pays qui me fascine et pour moi c'était une découverte. C'était la première fois que je voyais un film indien et ça m'a beaucoup plu. Projeté au festival de New Delhi l'année dernière, Maya a, paraît-il, affolé le public indien. Là-bas, la censure est assez pudibonde. Très sensuel, ouais. La soie, le cuir, le glaçon et l'eau fraîche sur le visage, je trouve ça très sensuel. Ah, la scène du glaçon. शुरुआत का कोई अंत नहीं, शुरुआत का कोई अंत नहीं, सही गलत, सही गलत, सही गलत. Mais Maya, tout comme Le Cerf-Volant du réalisateur Gautam Ghose, présent à Nantes pendant le festival, sont des films d'auteur. Pas exactement ce que préfère le public indien, fanat de produits stéréotypés, 3 chansons, 3 scènes d'action, 3 scènes de comédie. Particularité du cinéma indien, 90% des écrans sont occupés par la production nationale. Oui, vous devez vous battre contre la production américaine. Nous, le combat se situe entre cinéma commercial et cinéma d'auteur. Vous n'avez pas les mêmes problèmes. Non, ce sont des problèmes différents, mais des problèmes. Et beaucoup de gens luttent. Je pense que le cinéma est une bataille. On a à se battre, à travailler.
2,5 milliards de tickets, 800 films produits par an, pas de concurrence américaine, voilà de quoi faire rêver notre ministre de la Culture. L'Inde, c'est vraiment le Pérou. Hommage à TV5 qui diffuse une émission scientifique coproduite par Caméra Continentale et l'OPELF, les universités francophones. Connaissance de la science a reçu le prix Robert Val pour l'émission de juillet dernier sur l'ordinateur. Envoyé spécial qui s'intéresse aussi à la science. Il y aura ce soir un film sur le prix Nobel 92, Charpak. Vous proposera également un reportage sur une prison du New Jersey où les détenus se transforment en musiciens, non pas pour s'en sortir. Ils sont condamnés à vie, mais pour inciter les adolescents à ne pas y entrer. Reportage d'Éric Monnier et Roger Motte. En 17 ans, 40 000 jeunes délinquants envoyés par les tribunaux ont participé au programme du Lifers Group. Ce programme est en fait une visite de la prison un peu particulière, menée par les détenus eux-mêmes et ponctuée par une véritable séance de choc. Quand tu viens en prison, mec, laisse-moi te dire la vérité. Quand tu viens en prison, tu souffres. Des gens que tu aimes meurent. Et laisse-moi te dire un truc. La plus grande douleur que je n'ai jamais eue, c'est de voir un type de l'administration venir vers moi et me dire que ma mère est morte, ou que mon frère est mort, ou que ma sœur est morte. Laisse-moi te dire que personne ne peut m'enlever cette douleur. Personne ne peut me rendre les souvenirs que j'ai perdus. Pour faire passer leur message, voilà 3 ans, les détenus sont passés à la vitesse supérieure. Ils ont écrit leur histoire, leur peur, leur désespoir, sous forme de rap. A young brother jets through the streets with his boys. Every night making noise, jumping the turnstiles, running around buck while other sisters could walk. He was known for a troubled child, jetting through the halls, writing on the walls, projects, and getting hinds and exits. Now he's all geeked out, ready for a shootout. His man hits him off with a faux, good looking out. But it's not enough, I need some extra clips. Paul Naon et Bernard Benjamin vous proposeront également un reportage sur des femmes qui se font stériliser en Allemagne pour garder leur travail. Ce journal est terminé. Florence Duprat vous donnera d'autres informations à 23h50. Et Nathalie Rouet vous parlera du temps dans un instant. Il fera encore plus doux demain. Bonne soirée sur France 2. À demain 20h. Bonsoir.